bonjour. Ça fait quelques mois que je ne vous avais pas fait de vidéo, la raison est simple. J'avais besoin de prendre de la distance et je me suis dit que ce serait le bon moment pendant les grandes vacances de le faire, puisqu'en général, souvent pendant les grandes vacances, je lis très peu, puisque je suis en vacances et quand je suis en vacances, je lis peu. Et il y a aussi le fait que je n'avais plus la foi en fait pour faire des vidéos, donc je me suis dit que j'allais arrêter pendant un petit moment. Mais fort heureusement, j'ai retrouvé la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Merci Ophélie. Et je reviens avec une vidéo pas du tout originale, puisque je vais vous parler de la rentrée littéraire. Étant libraire, j'ai dû m'y intéresser un peu. Cette année, j'avais clairement pas envie de me plonger dans la rentrée littéraire, j'en avais clairement rien à carrer. Et puis, je me suis motivée un petit peu par conscience professionnelle peut-être. Et pour choisir les livres parmi les specs qu'on a reçus à la librairie, je me suis vraiment concentrée sur ceux qui risquaient fortement de me plaire et j'ai essayé de ne pas m'éparpiller parce que sinon, en règle générale, quand je fais ça, je lis presque rien et je ne suis que frustration parce que j'ai beaucoup trop de SP par rapport à la lecture que j'en fais, je ne sais pas comment dire cette phrase. Et c'était un choix plutôt payant puisqu'il s'avère que j'ai presque tout aimé de ce que j'ai lu pour l'instant. Presque tout. Vous allez en savoir plus après. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le livre Liv Maria de Julia Kerninon aux éditions Iconoclaste, livre que je viens de finir, c'est le dernier que j'ai lu, c'est pour ça que je vous en parle en premier. Par contre, je suis clairement mal barrée pour vous en faire le résumé, puisque j'ai l'impression que la moindre information peut être un énorme spoiler, et j'ai pas envie de vous faire ça. On va tenter quelque chose. Donc, c'est l'histoire de Liv Maria. Son nom est bizarre, je vous l'accorde, mais il y a une raison à ce nom assez particulier qui vous est expliqué dans le livre. Elle vit sur une petite île de Bretagne et un jour un événement lui arrive. Je tente de mettre un peu de suspense dans ce résumé. Pourquoi Berlin? Parce qu'elle a une tante qui y habite et parce que vous le découvrirez dans le livre. Dans cette ville, elle fait la connaissance d'un homme, un homme qui va être aussi tout simplement son premier homme, c'est-à-dire le premier avec qui elle va coucher, et qui va avoir un énorme impact dans sa vie. Ensuite, elle décide de voyager, de partir, de rester, de plein de choses, et de fil en aiguille, il arrive quelque chose jusqu'à la fin du livre. Ça c'est du résumé. La force de ce livre, c'est clairement la narration. Alors, on va survoler un peu les événements, il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça donne beaucoup de rythme au récit, et ça ne l'empêche pas d'être extrêmement intense. Le livre m'a plu. Je dirais pas que c'est un énorme coup de cœur, mais franchement, ça peut l'être pour pas mal de personnes, je pense. On passe ensuite au livre de Laurent Petit-Mangin, dont j'oublie toujours le titre, mais je retiens toujours le nom de l'auteur, c'est important. Le livre, c'est Ce qu'il faut de nuit aux éditions La Manufacture de Livres. Bon, ici, comme avec Liv Maria, je m'engage dans un résumé assez difficile, puisque pareil, la moindre information peut tout vous spoiler. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui élève seul ses 2 enfants depuis la mort de sa femme. On va les suivre sur plusieurs années et on va surtout remarquer les changements de comportement, que ce soit au niveau du père ou que ce soit au niveau des 2 fils et en particulier un de ses fils. Voilà, je m'arrête là parce que je ne peux pas en dire plus. C'est une très belle histoire qui nous plonge dans un petit village du fin fond de la France et justement sur ce détail, en fait, le représentant qui est venu à la librairie pour nous parler du livre nous avait dit que ça ressemblait pas mal à du Frank Buys et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Que ça ressemble à du Frank Buys, je suis d'accord dans un sens. D'accord parce que oui, ça nous plonge dans un petit village, on va s'intéresser aux humains, aux hommes ordinaires, à leur noisseur, à leur beauté. Par contre, je ne suis pas d'accord là où Frank Buys s'intéresse beaucoup plus à l'humain. Ici, on va s'intéresser aussi à l'humain, mais il y a une dimension politique qui n'est jamais présente dans le livre que j'ai lu, en tout cas de Frank Buys, jusqu'à présent. Alors justement, ce petit côté politique, c'est pas le point central, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que, et ça m'a énormément plu. Alors c'est de la politique française, donc pour les Belges, c'est un peu plus difficile, mais malgré mon accent belge, je suis française, donc moi ça m'intéresse. Clairement, j'ai été complètement happée par ce roman à tel point que je l'ai lu en une soirée parce que je n'arrivais pas à le lâcher. Et justement, ça c'est un truc que j'ai eu avec pas mal de livres de la rentrée littéraire. Vu que je vous ai parlé de Frank Buys juste avant, il s'avère qu'il a sorti un livre pour cette rentrée littéraire qui s'appelle Buveur de sang, Buveur de vent, c'est mieux, Buveur de vent chez Albin Michel. Au début, j'avais un peu peur puisque c'est le premier livre que l'auteur sort avec cette grande maison d'édition qu'est Albin Michel. Et pour être honnête avec vous, j'avais peur qu'à partir du moment où il rentrait dans cette grande maison d'édition, ses écrits auraient perdu un peu de leur saveur. Et ça, je vous dirai ce que j'en pense après. Donc, Buveur de vent, où ça se passe, quoi, comment, pourquoi.
Eh bien, on est au Bourse Noire dans une vallée complètement coupée du monde qui a un peu des allures de western. On est aussi et surtout après la guerre, ce qui fait qu'il y a une autre ambiance qu'une ambiance actuelle. Dans ce petit village, il y a surtout un homme qui dirige absolument tout, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler dans ce village sans qu'il donne son accord, c'est Joyce. Joyce est le grand patron. Il y a aussi surtout une famille, et c'est sur elle qu'on va se concentrer, où il y a 3 frères, Luc, Marc et Mathieu. Vous remarquerez la petite référence biblique. Et une fille, Mabel. Alors clairement, je suis tombée amoureuse de ce prénom, mais je sais que si je le dis à mon copain, oui, on va appeler notre fille Mabel, il me fout dehors. Et ces 4 adolescents rêvent tous, comme tout bon adolescent, de liberté. Il y a leurs parents qui, eux, j'ai oublié leur prénom. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que c'est un couple un peu bancal. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre eux. Et il y a aussi le grand-père qui va avoir son petit rôle à jouer là-dedans. Dans ce livre, et j'ai été pas mal rassurée, on trouve tout ce qu'on adore dans les livres de Frank Bruce, ou en tout cas tout ce que j'adore dans les livres de Frank Bruce. Du noir, du violent, du noir, de la violence, parfois un peu de gore, parfois aussi un peu de sexe, mais surtout une écriture extrêmement poétique et une analyse de l'être humain. Donc je peux même affirmer que je n'ai pas été déçue par ce livre. Par contre, si on me demandait de choisir entre Né d'aucune femme, qui était son livre précédent, et Buveur de vent, je choisirais Né d'aucune femme. Puisque je vous ai parlé de la maison d'édition d'Albin Michel, il faut que je vous parle de la grande sortie d'Albin Michel chaque année à la rentrée littéraire. Il s'agit du livre d'Amélie Nothomb. Et le titre de son livre cette année, c'est Les aérostats. Ce que je peux dire de ce livre, c'est que je l'ai lu vite, très vite, en 2 heures. Alors que j'étais au boulot à la librairie. Pour l'histoire, on va suivre une jeune fille dont j'ai déjà oublié le prénom, qui a une colocataire très spéciale, très spéciale, et qui un jour va donner des cours de soutien à un jeune homme dyslexique et qui va lui faire lire Le Rouge et le Noir. J'ai pas tout suivi à ce moment-là. C'est tout ce que je peux donner comme résumé puisque c'est un livre assez court. Donc là, j'ai déjà presque raconté la moitié du livre. Et justement, c'est ce côté court qui m'énerve un petit peu avec les sorties littéraires d'Amélie Nothomb depuis chaque année. Un rentrée littéraire sort un livre. Sauf que pour moi, ce ne sont pas des romans, ce sont des nouvelles. Et ça me dérange en fait que chaque année, sa nouvelle coûte 18,70 €, donc en Belgique. Alors que si on cumulait ces 5 dernières sorties littéraires, depuis ces dernières 5 années du coup, ça ferait un beau recueil de nouvelles, voilà, qu'on pourrait vendre à 20 €. Alors clairement en disant ça, je suis en train de m'enfoncer un clou dans la main, puisqu'en tant que libraire, c'est pas du tout à mon avantage, donc qu'elle sorte moins de livres. Money, money, money. Mais c'est vraiment mon ressenti au plus profond de moi. Alors je sais qu'en ce qui concerne l'écriture d'Amélie Nothomb, pour moi, il y a des livres que j'adore, que j'ai adoré d'elle, et il y a des livres que je déteste. Et je pense que c'est un peu comme ça avec tout le monde, j'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. Par contre, ce que j'adore, c'est la personnalité de cette autrice, son côté vraiment excentrique, son côté totalement à côté de la plaque. Je suis fan. Et je pense que dans les livres qui viennent de sortir, justement, je suis passée à côté. Et là, j'ai pas trop adhéré. On enchaîne avec une autre personnalité que j'adore, c'est celle d'Arthur Rimbaud, mais en fait on va pas vraiment parler d'Arthur Rimbaud dans ce livre, on va parler de son frère, on va parler de l'autre Rimbaud, écrit par David Lebailly aux éditions Iconoclaste. Mon amour pour Arthur Rimbaud a commencé en première avec mon prof de français qui était absolument fan de ce poète, qui nous en a parlé pendant des mois et je suis aussi tombée amoureuse du personnage, mais surtout de sa poésie qui est absolument magnifique et de son intelligence. Mais justement, l'auteur, ce n'est pas d'Arthur qu'il veut parler, mais de son frère qui est totalement méconnu personnellement. Je n'avais jamais entendu parler de son frère, alors que je vous dis, mon prof de français nous a parlé d'Arthur Rimbaud pendant des mois. Ce frère, c'est Frédéric, son frère aîné, et c'est bizarre qu'on n'en ait pas beaucoup parlé puisque en fait il s'avère que quand ils étaient petits, Arthur et Frédéric étaient extrêmement proches. Et les seules choses qu'on entend sur Frédéric, c'est qu'il est un peu con et que limite, il n'avait pas toutes ses frites dans le même panier. On est un peu dans le mythe qu'un frère, Arthur, donc, a pris toute l'intelligence possible, inimaginable qu'il puisse y avoir, et son autre frère, Frédéric, lui, il lui reste rien. Et si on a un peu d'informations sur ce Frédéric, c'est qu'il y a une raison, et on le sait dans le livre.
Ce livre est intéressant puisqu'il y a une part de roman qui va nous expliquer la vie de ce Frédéric et il y a aussi, de façon intermédiaire, les réflexions et les pensées de l'auteur. Rassurez-vous, l'auteur intervient quand même assez peu pour donner ses pensées parce que moi je sais que si l'auteur intervenait beaucoup, ça m'aurait vraiment agacé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et clairement, j'ai appris pas mal de choses donc sur ce frère, Frédéric, que je ne connaissais pas de base, donc forcément j'ai appris des choses, mais aussi sur la famille d'Arthur Rimbaud. Et un petit peu aussi sur Arthur Rimbaud d'ailleurs. Donc si le sujet vous intéresse, allez-y. Pour ce dernier livre, on retourne chez Albin Michel avec On ne touche pas de Katie Roof. Il n'y a pas de suspense, j'ai adoré ce livre, c'est je pense le plus gros coup de cœur. Donc il a donc dépassé le Franck Bouis pour cette rentrée littéraire, en tout cas des livres que j'ai lus jusqu'à présent, puisque j'ai quand même lu une minorité de livres comparé à tout ce qui sort à la rentrée littéraire, on est bien d'accord. Pour faire court, on va suivre une prof de philo qui enseigne donc au lycée et un jour, elle commence à devenir stripteaseuse la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la maison d'Emma Baker qui était justement sortie à la rentrée littéraire l'année passée. Et c'est un livre que j'avais absolument adoré. Dans ce livre, La Maison, l'autrice était devenue en fait elle-même une prostituée pour pouvoir écrire son roman, pour comprendre la prostitution et pour comprendre surtout les prostituées. Là, je suis pas sûre que Katie Roof soit devenue elle-même stripteaseuse, mais en tout cas, ça donne un peu cette impression aussi d'immersion dans ce milieu, et c'est absolument fascinant. Dans ce livre, il y a vraiment une véritable réflexion sur le corps, sur la dissociation qu'on fait entre le corps et l'esprit, et peut-on être finalement un esprit sans corps, et peut-on être un corps sans esprit, mais surtout peut-on être un esprit brillant dans un corps sexuel. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'une femme connue pour son intelligence et son esprit peut-elle être aussi un objet sexuel? Vous avez 2 heures. Ou lisez ce livre, tout simplement. Et ce qui m'a plu encore plus dans ce livre, c'est que je suis absolument fan de philosophie. C'est-à-dire que moi, si on me donne une question et j'ai plusieurs heures pour me prendre la tête dessus, j'adore. J'aimais tellement la philosophie au lycée que, alors qu'on bloquait le lycée, qu'on était en grève, qu'on n'allait pas en cours parce qu'on n'était pas content, et donc que je participais au mouvement, et je faisais quelques petites entorses juste pour aller en philo et pour rendre mes dissertations parce que j'adorais faire ça. Alors oui, il y a quelques passages avec des réflexions philosophiques et qui font référence à certains auteurs, mais si ça ne vous plaît pas, ça ne vous intéresse pas la philosophie, n'ayez pas peur de ce livre parce que ça ne se lit pas du tout comme un essai philosophique, c'est vraiment un roman, donc avec une vraie histoire où on va comprendre comment cette prof de philo a cette envie de devenir stripteaseuse et pourquoi. Et c'est fini pour les livres que j'ai lus de cette rentrée littéraire, mais ce n'est pas vraiment fini puisque j'en ai encore plusieurs à lire qui sortent en septembre, c'est-à-dire cette semaine. Et bon, c'est vrai, il y a 15 jours, quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à la rentrée littéraire, je me suis dit, j'ai le temps de les lire. 2 semaines pour lire tous ces livres, pas de souci. Sauf que bien évidemment, ce n'est pas le cas, je ne les ai toujours pas lus. Et c'est la semaine prochaine, puisqu'on... Non, même pas. On est dimanche, donc c'est à partir de mercredi, dans 3 jours. À l'aise. Donc il me reste encore tous ces livres à lire, ces livres donc que j'ai envie de lire pour la rentrée littéraire, que je n'ai pas encore eu le temps de lire et que j'espère de tout mon cœur avoir le temps de lire. On a chez J.C. Lattès Adios Cowboy de... Putain, c'est un nom croate, je vais pas m'en sortir. Olja Savicevic, je vais tenter comme ça. Elle va nous parler de la Croatie et surtout d'une ville, d'une banlieue croate abîmée après la guerre. Et comme j'aime beaucoup les pays balkaniques, je me suis dit que ce roman pourrait me plaire. Il y a aussi chez J.C. Lattès 3 femmes de Lisa Taddeo. Et là, je vous avoue que j'avais lu le résumé, ça m'avait plu. Et à mon avis, c'est 3 destins de femmes différentes. Et apparemment c'est extrêmement bien fait, donc on verra ce que ça donne. En fait vous pourrez le remarquer, mais dans tous les livres qui me restent à lire, ce sont tous des livres de destin de femmes. Je suis un peu monothématique en ce moment. On enchaîne avec un livre chez Belfond, Poison, Florilegium de Annalena McAfee. Et ce livre, Ève erre dans Londres en se remémorant sa vie. Sa jeunesse folle dans le New York de Warhol, sa carrière de peintre et ce moment où tout a basculé. Moi, à partir du moment où on me parle de peinture, de Warhol et de Londres, je suis contente, je l'ai pris. On a l'impression que je l'ai pris pour des raisons extrêmement futiles, mais en fait ça m'intéressait vraiment. J'adore le milieu de l'art
Et donc en général, quand un livre se passe dans le milieu de l'art et de la peinture, j'adore. Ensuite, c'est Le Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston. J'avoue qu'en général, je suis pas forcément attirée par les livres Charleston, j'ai un peu une mauvaise image, honte à moi. Mais j'ai pris celui-ci, je ne sais plus trop pourquoi, mais parce que y a une notion fortement féministe dedans. Et selon The Guardian, ce roman magistral est à la fois une exploration remarquablement actuelle des dynamiques de pouvoir, de misogynie et de violence, et une élégante réécriture de l'un des textes fondateurs de notre littérature, puisque c'est la réécriture de la guerre de Troie. En fait, j'ai un autre livre qui ne parle pas forcément d'une histoire de femme, c'est Yasmina Khadra, le sel de tous les oublis, aux éditions Julliard. Et c'est sur un mari que sa femme quitte. Il y a pas mal de livres que j'ai aimés de Yasmina Khadra. Je suis un peu moins emballée par ses précédents livres, par ses livres les plus récents. Donc j'avais envie de retenter avec celui-ci pour voir si ça me plaisait. Ensuite, aux éditions Robert Laffont, on a Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. Et on s'est inspiré de faits réels. On est en 1617. On est tout d'abord en Norvège, ensuite apparemment il débarque en Écosse. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'on va se concentrer sur une jeune fille qui découvre que les femmes peuvent être indépendantes. Et ça m'intéressait énormément. Dernier livre, c'est Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo aux éditions Flammarion. Ce livre, je l'ai beaucoup vu dans les librairies anglophones à sa sortie. Il a eu énormément de succès. Donc en fait, clairement, avant même de savoir de quoi ça parle, je voulais le tester. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti en français, j'étais extrêmement contente. Enfin, qu'il allait sortir en français du coup. On va suivre le destin de plusieurs femmes, 11 exactement, dont une trans, âgée de 19 à 93 ans. Là non, j'ai pas dit 90, 93. Non, parce qu'il était écrit 93, j'ai lu, ça m'a rappelé mon enfance, hein. La France, c'est là où j'habitais avant, et donc j'ai dit 93. Je l'ai commencé, et puis je me suis dit, je vais en lire d'autres avant, puisqu'il ne sort que le 2 septembre, je suis à l'aise, hein, on connaît, je suis plus du tout à l'aise. Cette vidéo est maintenant terminée, et pendant mes vacances, en fait, j'ai profité de ce petit moment loin de YouTube pour lancer un nouvel Instagram spécialisé dans la littérature jeunesse, qui s'appelle Ours Noir, et je vous mets le lien juste ici. La littérature jeunesse, j'en lis de plus en plus, mais j'avais pas envie d'en parler sur ma chaîne YouTube, puisque sur ma chaîne YouTube, j'ai envie que ça reste quelque chose d'un peu plus adulte, par exemple, où parfois on peut parler de thèmes qui ne sont pas forcément faits pour la jeunesse, hein, comme la prostitution, le striptease ou le cul. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cet Instagram, et bien évidemment, hein, je garde mon autre Instagram que je mets ici, où j'essaie d'être beaucoup plus active. En tout cas dans les stories, je suis. Sur les publications, ça dépend des semaines, ça dépend de mon envie. J'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu de la rentrée littéraire, ou alors si vous n'avez rien lu de la rentrée littéraire parce que vous vous en tapez totalement, c'est possible aussi. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!